Le débat africain, Alain Foka. Dans l'emballement, l'urgence sanitaire liée au Covid-19, elles ont été bousculées, leurs marchandises renversées. Certains ont même été violentés par des forces de l'ordre souvent zélées. Leur activité... De la même façon, malheureusement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Madame Bangoura, lorsque vous entendez tout ceci, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que ça suscite de l'espoir en vous et qu'est-ce que vous avez envie de proposer très concrètement? Voilà, moi, monsieur Alain Foka, le problème est beau d'entendre tous ceux qui se disent des banquiers, mais le problème chez nous ici, par exemple, quand tu prends le milieu agricole, nous, c'est pas facile d'avoir un crédit avec les banques parce que on ne tient pas compte des crédits fonciers. En Afrique, c'est pas tout le monde qui ont des titres fonciers parce que les terrains que nous avons, c'est pour donner en garantie. Voilà, qui appartiennent à nos arrière-grands-parents qui n'ont pas eu le temps de lotisser, de dire voilà le titre foncier. Ça, c'est un. De deux, le problème, c'est pas tout le monde qui peut monter un projet bancable. Les gens vers chez nous, c'est pas tous les jeunes ou les petites entreprises qui savent comment monter un projet bancable. Alors, il faut que les banques trouvent des solutions à court terme qui peut nous aider à rebondir. Il faut qu'ils mettent de l'argent avec des faibles garanties, comme ce que dit le monsieur. S'ils envoient la même chose qu'ils ont réussi en Afrique du Sud, ils ont réussi au Togo ou au Nigeria, je ne sais pas. S'ils font la même chose en Afrique du Sud avec les petits planteurs, je pense que ça peut aller. Mais pour l'instant, où est-ce que vous prenez votre financement? Nous, c'est à partir par exemple, avec les coopératives, c'est à partir des petites cotisations. Et les microfinances, est-ce qu'elles vous accordent des crédits? Les microfinances nous financent. Les microfinances sont très bien implantées. Ils nous financent. Alors, on va être assez concret, assez efficace dans le même temps. Madame Madougou dit il faut qu'on accompagne ces microfinances, que les banques acceptent de financer ces microfinances. Qu'est-ce qui fait que ça bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on ait du mal à donner de l'argent à ces microfinances pour accompagner ces personnes qui sont dans la difficulté et qui sont des très petites entreprises, Monsieur Edna? Non, c'est une question de volonté. Je pense que c'est deux secteurs qui ont travaillé pendant longtemps dans des silos. Moi, je suis plutôt partisan pour qu'on rassemble tout le monde ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un vrai Yalta de la finance, où il y a les instituts de microfinance et les banques qui se mettent ensemble. Moi, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je travaille avec plusieurs instituts de microfinance pour attaquer des segments de marché que je ne connais pas, qu'ils maîtrisent mieux que moi, que ce soit le secteur informel, complètement en bas de la pyramide, ou les TPE. Donc, c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Donc, moi, je suis optimiste. Le diagnostic a été posé, il n'est pas bon. Maintenant, comme il y a une volonté, essayons de travailler dans cette volonté. Madame Madougou, est-ce que vous êtes aussi optimiste que M. Edna? Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui travaillez dessus depuis si longtemps, que les volontés commencent à se manifester et qu'il y a des dirigeants qui sont sensibles à cela? Les volontés commencent à se manifester jusqu'à ce que les États s'impliquent directement dans ce partenariat banque commerciale, institution de microfinance. Et je m'en voudrais de ne pas insister que toutes les fois qu'il a fallu que les banques commerciales et les institutions de microfinance opèrent pour le bien des populations vulnérables, il a fallu que l'État joue son rôle d'intermédiation et aussi de stimulant. Et je m'en voudrais également de ne pas insister sur le fait que ce que dit M. Etna peut se réaliser, mais il faudrait que l'État joue son rôle. Je donne un exemple très concret. À la faveur de la création des fonds nationaux de microfinance ou d'inclusion financière, on a vu comment l'inclusion financière s'est dopée dans certains pays, comme le Bénin, qui sont d'ailleurs les premiers maintenant en bout de chaîne, ou plutôt en tête de chaîne dans la zone UEMOA en termes d'inclusion financière. Pour dire tout simplement que
oui, il faut que les banques refinancent les institutions de microfinance, mais il faudrait que ce soit des ressources longues et à bon taux pour que le taux de sortie, parce que quand même l'intermédiation au niveau des institutions de microfinance coûte cher, mais il faudrait justement qu'on puisse trouver un arrangement institutionnel entre les banques commerciales, l'État, pour justement appuyer sur des instruments d'unification de subventions et autres, parce qu'on est en situation d'urgence, ne l'oublions pas, et derrière les institutions de microfinance pour qu'à la fin de la journée, on puisse avoir des produits et services qui sont adaptés à la clientèle, mais aussi au contexte de crise pour que ces entreprises-là ne meurent pas. Il y a aussi le rôle essentiel de la Banque centrale, qui est le régulateur, mais qui a des normes prudentielles qui aujourd'hui freinent le développement de ces activités et de ce partenariat. Je donne un exemple très clair. Le ratio de capitalisation que la BCEAO demande aux institutions de microfinance aujourd'hui est juste intenable pour 80% d'entre elles. Et donc, elles ne peuvent pas fondamentalement réagir quand il s'agit de répondre favorablement aux besoins des populations. Du coup, il est important qu'il y ait donc cette synergie dont parlait M. Etnard au cœur du débat qui est celui de la résilience des très petites entreprises. Alors, on va en parler dans un instant, puisque vous sortez d'un webinaire où il y avait quand même des personnalités et où des choses se sont dites sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce qu'il y a des choses très très concrètes qui vont par exemple faire plaisir à Madame Bangoura qui attend des réponses immédiates à des questions immédiates? On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite. Le débat africain, Alain Foucault. Surtout lorsque l'on sait qu'elle tirait déjà le diable par la queue avant cet arrêt forcé et qu'elles n'ont très souvent pas de soutien des banques et des institutions administratives. Maintenant que l'apocalypse annoncé n'a pas eu lieu, Dieu merci, quelle stratégie pour relancer ces très petites entreprises et ces petites et moyennes entreprises qui constituent le cœur des économies africaines? Au-delà des grands discours de certains dirigeants sur les médias, que faire concrètement pour éviter que la tragédie que représentait le Covid-19 ne se réalise plutôt du côté de l'économie et du social? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain. Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord, Madame Rekia Madougou, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux du Bénin. Elle est aujourd'hui, entre autres, casquette conseiller spécial du président de la République togolaise. Elle est également consultante internationale sur les questions de finances inclusives et de développement. Et elle a accompagné plusieurs pays africains dans la mise en place d'instruments spéciaux dédiés au financement de l'agriculture, de l'emploi des jeunes, de l'autonomisation des femmes et de l'inclusion financière. Elle a organisé cette semaine un webinaire plutôt réussi avec la participation de quelques chefs d'État et de grands dirigeants d'entreprises sous le thème « Comment soutenir les TPE et PME dans un monde incertain ». Elle est en direct de Lomé, la capitale togolaise. Seconde invitée du débat africain aujourd'hui en direct de Conakry, la capitale guinéenne, Adama Cissé Bangoura, directrice générale de Kili Agrobusiness, présidente de la CEFAD, la coopérative des femmes amazones pour l'agriculture et le développement. Madame Adama Cissé Bangoura est également la coordinatrice nationale des Leaders Women of Africa. Notre troisième invité, en direct d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est Monsieur Paul-Harry Etnard, le directeur général d'Ecobank Région UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africain. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en faisant un peu un état des lieux. Je souhaiterais que dans cette seconde partie, on soit très très concret pour que Madame Bangoura sache comment elle va parler aux agricultrices avec qui elle a des relations très très fortes et avec qui elle travaille. J'ai envie de me tourner d'abord vers elle. Madame Bangoura, qu'attendez-vous aujourd'hui pour relancer ces économies-là avec les petites et moyennes entreprises auxquelles vous appartenez? Nous attendons un accompagnement ferme de tous les parts du gouvernement, des partenaires, des banques et des crédits, des microcrédits. Nous voulons être comme nos sœurs qui sont dans les autres pays. Parce que ce Covid-19 a passé dans certains pays qui n'ont pas ressenti, avec les organisations mises en place, elles n'ont pas ressenti comme ce que nous avons ressenti. Par exemple, quand tu prends le Fouta aujourd'hui, la pomme de terre est en train de pourrir. Il a suffi que l'État prenne toute cette pomme de terre. L'État vient de l'annoncer qu'il prenne toute la production de la pomme de terre de cette année. S'il y avait des chambres froides, s'il y avait une vraie chaîne de valeur qui était mise en place pour accompagner, il n'y aurait pas eu des gâchis comme ça. Alors, nous avons besoin d'accompagnement financier, technique. Alors, quand vous dites technique, c'est quoi exactement? Nous avons besoin des chambres froides. Nous avons besoin des petites machines de transformation.
Tout ce que nous voulons n'est pas financé, mais nous avons besoin des machines qui peuvent transformer. Par exemple, moi qui produis la tomate, j'ai besoin des machines pour faire des machines en purée. Je transforme mes tomates en purée. Ce qui est important, surtout quand on regarde quelle quantité de tomates on importe dans l'ensemble de ces pays-là, on se dit c'est plutôt une bonne chose. Si on avait ces petites machines, nos tomates, nos piments n'allaient pas pourrir. Alors, Madame Rekia Madougou, vous venez de terminer un webinaire consacré justement à la stratégie pour soutenir ces très petites entreprises après le Covid. Webinaire qui était d'ailleurs présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors, concrètement, qu'est-ce qui en sort? Est-ce que vous apportez des réponses aux attentes de Madame Bangoura? Bien entendu, et je me réjouis d'ailleurs que le hasard ait fait que Mme Bangoura et M. Etnard faisaient partie des illustres panélistes de ce débat très enrichissant. Mais pardonnez-moi, avant que de répondre à votre question, d'apporter un petit complément d'information à Mme Bangoura sur le besoin aujourd'hui qui se reflète de ces préoccupations. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé de financement, mais il est important aujourd'hui de saisir l'opportunité de cette pandémie pour insister sur la nécessité de transformer notre agriculture en chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il faut désormais que la chaîne de valeur agricole puisse se parler avec la chaîne de valeur technique et la chaîne de valeur financière. En termes encore plus clairs, nos États ont tout à fait aujourd'hui l'obligation de se focaliser sur cette prééminence de l'agriculture pour que notre agriculture ne soit plus seulement une agriculture de subsistance, mais qu'elle soit une agriculture de valeur ajoutée et donc que la transformation puisse être intégrée. Il y a des expériences très réussies en Afrique, comme par exemple le mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage de risques au Togo. Et cela me permet de faire la transition sur l'une des décisions majeures du webinaire dont vous avez parlé tout à l'heure. Une revendication majeure ou une recommandation majeure de ce webinaire est autour justement de la priorisation de l'agriculture et que l'agriculture puisse désormais être considérée dans nos États comme la courroie charnière et qui peut être en mesure de créer beaucoup d'emplois. Mais pour ce faire, il faut trouver les mécanismes de partage de risques entre les différents partenaires pour que cette agriculture-là puisse à la fois nourrir l'Afrique, mais surtout que l'Afrique puisse transformer les produits issus de son agriculture. Deuxième élément essentiel qui est ressorti de ce webinaire, c'est la nécessité de considérer l'économie réelle comme en vérité l'économie qui doit alimenter les fonds de nos pays. Et je m'explique. Rapidement, parce que là, vous vous êtes éloigné de ma question. C'était que Madame Bangoura attend des réponses de vous. C'est très important ce que vous dites, mais elle comprendra que, oui, l'agriculture, c'est une priorité. Il va falloir créer des chaînes de valeur. Quand et comment est-ce que les dirigeants que vous avez reçus, ou bien la réunion à laquelle vous venez d'assister, ce webinaire, a apporté des réponses concrètes? Quand, comment, où, pourquoi? Mais justement, non seulement elle a apporté des réponses concrètes, mais elle a apporté même sous forme de fondation et d'une activité de lobbying qui va s'en suivre. Et au-delà de ça, c'est qu'il faudrait que nous poursuivions le plaidoyer auprès des organisations qui sont impliquées dans le financement et aussi dans le déploiement technique autour de l'agriculture. Mais au-delà de ça, c'est que Madame Bangoura, en tant qu'actrice de ce secteur, doit aussi poursuivre avec nous, avec les États, avec les organisations concernées, ce plaidoyer pour que définitivement on puisse comprendre que la chaîne de valeur agricole est celle-là qui peut nourrir l'Afrique et qui peut participer au développement de l'Afrique. Pas seulement nous en plaindre, mais contribuer à la transformer en fait. Alors, Monsieur Etnard, on entend beaucoup ces derniers jours dire un peu partout en Afrique, dans les différents domaines, que ce Covid-19, s'il a bousculé les gens, il doit être aussi une opportunité peut-être pour les Africains, qu'on doit saisir cela comme une opportunité, un nouveau départ dans les différents domaines. Dans ces secteurs-là, comment peut-on en faire une opportunité? Est-ce que, aujourd'hui, le monde financier est prêt à se dire on va travailler différemment, c'est un nouveau monde, c'est de nouveaux paradigmes? Oui, finalement, la pandémie nous force à réimaginer l'économie réelle africaine. Et deuxièmement, la pandémie nous force à réimaginer aussi le contrat social entre le gouvernement et ses citoyens et les citoyens et le secteur privé. Réimaginer l'économie réelle, ça veut dire, et c'est le sujet qu'a posé Madame Bangoura, on sera obligé de mettre sur la table le débat sur la transformation endogène interne de nos économies. Comment on peut faire pour que Madame Bangoura puisse, par exemple, transformer cette tomate? Et ça, pour le faire, il lui faut du financement.
pour qu'elles puissent avoir du financement, il faut que les banques disposent de plus de capital. Donc on voit le rôle de tout ce qui est banque de développement et banque centrale. Et il faut que les banques aussi disposent de plus de mécanismes de garantie pour pouvoir apporter ce financement à l'économie réelle. Mais réimaginer le rôle du secteur privé, de l'État et des citoyens aussi, c'est pour moi la deuxième chose qu'on va devoir faire dans le monde d'après. Et ça, il faut le faire en réfléchissant à la formalisation, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on se cache derrière l'arbre qui cache la forêt. On arrivera à avoir un secteur privé fort en Afrique le jour où on pourra formaliser le secteur informel. Lorsqu'on dit qu'il faut formaliser le secteur informel, Madame Rekia Madougou, est-ce que ça vous paraît possible aujourd'hui en Afrique? Non seulement c'est du domaine du possible, mais par contre, ce qu'il est important de savoir, c'est que cette formalisation du secteur informel ne peut pas se faire sans le secteur informel. Parce que malheureusement, ce à quoi nous assistons, c'est à des politiques publiques, ça et là, qui, en vérité, n'associent pas la formalisation. J'ai vu des expériences très heureuses, ça et là, qui tendaient à formaliser le secteur informel, où, par exemple, on invitait le secteur informel à venir s'enregistrer, même pour accéder à des facilités. Mais justement, ces opérations ont connu des fiascos. Je ne veux pas en nommer, mais j'en connais très bien sous mon nez. Mais pourquoi? Simplement parce que le secteur informel, n'ayant pas participé à l'élaboration de cette stratégie, a pensé que c'était une sorte d'appât pour les attirer et après les submerger de taxes et d'impôts, ce qui n'était même pas le cas dans ces opérations. Pour dire que concrètement, si on veut formaliser le secteur informel, encore qu'il y a tout dans le secteur informel, il y a même le semi-formel, il y a également des entreprises qui sont normalement formalisées mais se cachent derrière des rideaux épais noirs. Mais pour dire que si on veut, disais-je, formaliser le secteur informel, on le fait avec le secteur informel, c'est-à-dire on les associe leurs représentants à la stratégie pour y parvenir. 2, quand on veut implémenter la stratégie de formalisation, on passe justement par ce qui les intéresse en premier, à savoir le financement de leurs activités, le développement de leurs activités. Et ce n'est que comme ça qu'on réussira à les sortir de l'informel. J'ai des exemples concrets en cela sur des programmes d'appui que nous avons appuyés, pardonnez la répétition, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin à mettre en œuvre. Et on a compris que les femmes et les jeunes gens qui étaient dans ces programmes-là se formalisaient très facilement et très rapidement dès lors qu'ils accédaient à des crédits, par exemple auprès des institutions de microfinance. Alors, Madame Bangoura, vous imaginez l'ensemble des femmes avec qui vous travaillez sortir de l'informel pour accepter d'aller devant les autorités demain, si on leur disait qu'on va leur apporter du financement? Oui, elles sont prêtes à le faire parce qu'elles savent que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de nos États, de nos partenaires. Mais qu'est-ce qui bloque alors si elles le savent? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Que vous n'alliez pas vers les autorités pour devenir formel, pour vous inscrire, pour devenir des entreprises comme les autres? Vous savez, nous sommes inscrits, nous sommes des entreprises. Nous sommes des petites entreprises. Et des très petites entreprises. Pour des petites entreprises. Pour avoir des fonds, comme je vous avais dit, il faut avoir des garanties bancaires. Si nous n'avons pas de garanties bancaires, nous ne pouvons pas avoir des financements bancaires. C'est pourquoi on se tourne toujours vers les microcrédits. Parce qu'avec ces microcrédits, eux, ils peuvent nous créditer à petite échelle et que nous remboursons. Vous savez que les femmes sont plus fiables en crédit. Oui, tout à fait, elles sont plus solvables, oui. Elles payent mieux leur crédit, c'est vrai. Elles payent les crédits. Ouais. Alors, mais vous savez, l'agriculture, pour le formaliser en réel, ça demande les grands moyens. Est-ce que les banques ne devraient pas s'adapter à cela, M. Edna, puisque vous avez des personnes qui remboursent leurs dettes, qui sont plus solvables en tout cas que ceux à qui vous prêtez de l'argent régulièrement? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle relation à créer pour les banques? Oui, M. Foka, et c'est la lueur d'espoir dont je parlais un peu plus tôt. Pour pouvoir atteindre les populations, il aurait fallu normalement dans le passé créer des agences dans toutes les localités du pays. Aujourd'hui, avec le téléphone, je suis capable d'apporter du crédit à la femme qui est en train de cultiver ses tomates au fin fond du Fouta. Donc sur cette base-là, il faudrait utiliser le téléphone pour pouvoir déployer du crédit aux derniers utilisateurs. Des petits crédits, on parle de 25 000, de 50 000, de 100 000 francs CFA. Donc c'est avec ça qu'on va pouvoir. Oui, c'est avec ça qu'on va arriver à
à augmenter l'inclusion financière, qu'on va arriver à éduquer aussi financièrement toutes ces populations et qu'on va arriver aussi à formaliser. J'insiste beaucoup sur ça. Le jour où j'apporterai du crédit, je pourrai commencer à mieux comprendre comment se comportent tous ces clients, et à partir de ça, on pourra les amener vers le secteur formel. Madame Madougou, lorsqu'on écoute, on se dit, on a fait l'état des lieux, on sait comment ça marche. Qu'est-ce qui fait que ça ne démarre pas? Qui doit donner le là? Qui doit faire que tous ces yaka, tout ce on pourrait, deviennent réalité? Qu'est-ce qui manque? Vous qui travaillez dessus depuis un certain temps. Moi, je n'aime plus parler d'état des lieux parce que l'état des lieux, on l'a abondamment fait depuis des années, on l'a refait, on le connaît et on connaît d'ailleurs les pistes à emprunter. D'autant que certains pays qui ont emprunté ces pistes ont vu des lieux d'espoir.